incarne la cathédrale par excellence. Non seulement pour les Parisiens, pour les Français, mais pour le monde entier. Alors grâce aux monuments gothiques, mais aussi grâce à Victor Hugo. C'est un lieu très inspirant et qui nous oblige aussi à être à la hauteur du monument avec la musique qu'on peut faire vibrer dans ces pierres. Et puis elle incarne quand même Paris. Des siècles avant la Tour Eiffel, elle était déjà là. Elle est forcément le centre de la capitale. Elle incarne 8 siècles d'histoire. Elle a vu défiler les grandes heures de la France, des cérémonies royales aux funérailles nationales, en passant par la libération de Paris. Son incendie en 2019 avait ému le monde entier et le monde était à ses pieds pour célébrer sa renaissance. Émission spéciale à Notre-Dame pour découvrir ou redécouvrir ce joyau du patrimoine. Et on a beaucoup de chance parce qu'on va pouvoir monter à la tribune. Bonjour Mathieu Lours. Bonjour Valérie. C'est vous qui nous faites Eh bien, monter. c'est moi qui vous accompagne à la tribune. Magnifique. C'est là où on faisait monter les personnalités lors des grandes cérémonies. C'est là où on suspendait les étendards. Waouh. Bon, on est vraiment dans les coulisses de Notre-Dame, à la tribune. Qu'est-ce qui se passe dans les tribunes traditionnellement? Alors, les tribunes, c'est un espace qui permet d'une part de circuler pour entretenir les vitraux et les toitures. C'est aussi un espace qui permet d'accroître les capacités de la cathédrale lors des grandes occasions. On peut monter à 5 ou 6 000 personnes en utilisant les tribunes. Alors, Notre-Dame, c'est un chef-d'œuvre gothique. Si on se replace plus de 8 siècles en arrière, l'art gothique, c'était une révolution, notamment en raison de l'apport de lumière, tout d'un coup, dans cette cathédrale. Oui, l'art gothique, c'est vraiment une révolution parce qu'on va penser autrement l'architecture. Au lieu de devenir une manière d'empiler de la pierre, des matériaux, pour obtenir des pleins, des masses, eh bien, la pierre, désormais, doit habiller un vide, un grand volume intérieur, et puis ces interfaces qui servent de murs de lumière que sont les vitraux. Et ça, c'est vraiment une révolution dans l'architecture d'Occident. Ah, mais j'adore, là on est aux premières loges. Quelles sont les dimensions alors de la cathédrale? Alors Notre-Dame de Paris, c'est un vaisseau de 120 mètres de long, 40 mètres de large et 31 mètres de haut. On est dans ce qui était la plus grande des cathédrales au moment où elle a été conçue. C'est elle qui a lancé la course au gigantisme. Là c'est l'orgue, c'est l'un des plus grands de France, d'Europe. Alors c'est le plus grand orgue de France, avec 115 jeux répartis sur 5 claviers. C'est un véritable monument dans le monument, un monument sonore qui est au service de la liturgie. Il est capable d'imiter à la fois la brise et le tonnerre. La brise et le tonnerre. Ah oui, c'est ça l'orgue. Vous voyez les trompettes placées à l'horizontale, ce qu'on appelle les trompettes en chamade, vous pouvez arriver à 110 décibels avec ça. Cette cathédrale, ce n'est pas seulement un édifice religieux, c'est aussi un lieu de célébration de l'unité nationale. Comment s'est orchestré ce glissement au fil du temps? Progressivement, à Notre-Dame de Paris, un dialogue s'est établi entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. C'est ici que le roi prêtait serment au lendemain de son sacre de défendre les droits de l'Église de France. Et à ce titre, certains rois ont organisé ici des réunions politiques. Philippe le Bel, en 1302, organise les premiers états généraux de l'histoire ici à Notre-Dame. Donc la première fois qu'on a demandé à des Français d'élire des députés, ces députés, c'est ici qu'ils ont siégé. Bon, vous venez de le dire, évidemment, cette cathédrale, elle a joué un rôle majeur dans l'histoire de France. Quels sont les événements incontournables? Les événements incontournables à Notre-Dame, eh bien, il y a Henri IV qui vient ici acclamé par les Parisiens quand il est admis finalement comme roi de France après sa conversion au catholicisme. Et puis le sacre de Napoléon, cette grandiose cérémonie. Et puis le général de Gaulle qui vient ici célébrer la libération de Paris le 26 août 1944. Et ce sont des pages qui vont encore s'écrire.
Parce que l'incendie a montré aussi la capacité de Notre-Dame à incarner non seulement une certaine idée de la France, mais aussi une certaine idée de la cathédrale. Et je crois que ce qu'on a vécu depuis la réouverture le prouve encore. On voit très bien aussi la différence entre le verre du Moyen-Âge et le verre du 19e siècle. Toute la galerie est 19e, ça fait très technicolore, c'est très violent comme coloris, alors que les verrières médiévales jouent sur ce bleu et ce rouge qui donnent ce côté violet, c'est très très doux. Je ne vous demande pas où va votre préférence, parce que j'ai cru le comprendre. Mais c'est beau, les verrières 19e. Il fallait de la couleur et il fallait de la clarté au 19e parce que Notre-Dame avait perdu sa polychromie. Au Moyen-Âge, il y avait probablement de la polychromie, pas forcément partout, mais quand même. Voilà, donc le 19e a rendu sa couleur à Notre-Dame. Cet incendie, évidemment, c'est un drame, mais ça a permis de restaurer Notre-Dame qui n'avait pas été nettoyée depuis combien de temps? Ça faisait 180 ans qu'on n'avait pas nettoyé les murs. Et je crois que la leçon, c'est de dire n'attendons pas que notre patrimoine brûle pour l'aimer et pour l'entretenir. On va à présent se laisser enchanter par la maîtrise Notre-Dame de Paris. Cette prestigieuse école de chant incarne l'excellence dans la transmission et l'interprétation de la musique sacrée. Sous la baguette d'Henri Chalet, on va découvrir ensemble ses voix et ses talents qui composent le chœur. Vous venez de reprendre les concerts. Comment est-ce que vous avez vécu collectivement ce retour dans les murs de la cathédrale? Avec beaucoup d'émotions, évidemment. Il faut se rappeler que l'incendie a eu lieu il y a plus de 5 ans et demi, donc on a dû se réinventer pendant ces 5 ans et demi. Avec à la fois la liturgie que nous avons déplacée à Saint-Germain-l'Auxerrois, près du Louvre, pendant ces 5 ans et demi, et aussi toute la saison de concerts qui avait lieu normalement dans la cathédrale et qu'il a fallu reprogrammer dans d'autres lieux. Mais on avait cette impatience de retrouver cette cathédrale et beaucoup d'émotions évidemment est arrivée quand on a pu enfin redécouvrir ce lieu et chanter dedans. Alors, est-ce que l'acoustique a changé? Est-ce que vous avez dû vous adapter? L'acoustique n'a pas vraiment changé puisque le lieu est très grand, mais simplement, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas chanté dedans. Donc il faut un temps d'adaptation pour moi, pour les chanteurs. Et certains chanteurs même n'ont jamais connu la cathédrale puisque c'est une école. Et donc certains sont arrivés après l'incendie et chantaient pour la première fois dans la cathédrale. Alors, ce sont des chanteurs d'excellence, évidemment. Comment est-ce que vous les recrutez et comment est-ce que vous les formez? Je suis assez curieuse de savoir. Alors c'est une école de chant comme un conservatoire. Évidemment c'est ouvert à tous, sans sélection. On vérifie juste qu'ils aiment chanter et qu'ils ont une voix saine. Et il y a en tout 150 étudiants, donc qui partent des tout petits qui ont 5 ans jusqu'aux étudiants en formation diplômante qui ont jusqu'à 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre répertoire? J'imagine qu'il y a des classiques, mais que chaque année, le répertoire évolue de quelle manière? Alors, on a une mission dans cette cathédrale, c'est de faire rayonner plus de 1000 ans de musique. Ça part évidemment du chant grégorien, qui est la base de la musique sacrée. Mais évidemment, on continue avec la musique baroque, avec la musique classique, la musique romantique et même la création contemporaine, puisqu'on passe des commandes à des compositeurs vivants. Est-ce que le programme 2025 est déjà bouclé? Alors oui, toute la saison de réouverture est déjà bien ficelée et l'idée c'est qu'on retrouve le rythme qu'on avait avant l'incendie, c'est-à-dire un concert différent tous les mardis soirs. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que nous allons pouvoir vous écouter parce que ce soir, vous êtes en répétition. Qu'est-ce qu'on va répéter? On va répéter le Requiem de Fauré,
qui est un compositeur français qui était organiste à la Madeleine, donc pas très loin d'ici, et qui a fait ce fameux Requiem, un des plus connus, qui est une pièce extrêmement apaisante. C'est la vision du paradis avec tout le bonheur qu'on peut avoir, et donc c'est un réel bonheur de pouvoir faire sonner ce Requiem de Fauré dans cette cathédrale. Alors on va écouter ça avec beaucoup d'attention et on va continuer de célébrer Notre-Dame avec notre coup de cœur dans quelques instants. Notre coup de cœur est consacré à un écrivain voyageur, à la plume vibrante, amoureux de la nature, mais aussi de la ville et des monuments, au point de les escalader au péril de sa vie. Sylvain Tesson va nous recevoir au Théâtre de Poche où il rend hommage à Notre-Dame. Les murs des cathédrales servent de livre d'or. Je n'étais pas poète, alors je prenais les poètes au pied de la lettre et j'ai commencé les escalades. Alors ça tombe bien parce que le miracle gothique se prête à l'escalade. Bonjour. Merci de m'accueillir au Théâtre de Poche. Bon Sylvain, cette cathédrale c'est donc une muse littéraire. Certains de vos textes parlent de l'incendie de 2019. Lorsque la flèche s'est effondrée, vous y avez vu un signe. Lequel ? Bien moi j'ai vu dans ce brasier incroyable qui nous a tellement frappés, qui nous a... Vous vous souvenez, on était complètement pétrifiés par cette image abominable, quoi, de la flèche qui s'écroule. Puis moi, je me suis dit, c'est peut-être là l'occasion de méditer sur l'arrogance de l'époque, qui prétend envoyer l'homme sur Mars et qui n'est pas foutu de conserver les joyaux qui ont été transmis par les siècles jusqu'au rivage de notre époque. Et je me suis souvenu d'un fragment de Héraclite d'Éphèse, le philosophe présocratique grec, qui disait « Il faut éteindre la démesure avant l'incendie ». C'est incroyable, c'est un aphorisme qui a été écrit il y a des milliers d'années par un philosophe qui avait quasiment eu la préfiguration de l'incendie de Notre-Dame. Dans votre jeunesse, Notre-Dame a été un terrain d'escalade, un espace de rêve, de liberté. Est-ce que c'était si important pour vous de gravir ce sommet-là à Paris ? Je faisais ça dans mon jeune temps, c'était il y a 40 ans, je faisais des acrobaties sur les gargouilles et sur les flèches, un peu dans la manière de Quasimodo. D'ailleurs, Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, décrit les escalades de Quasimodo sur la façade. J'ai fait ça sur toutes les églises gothiques, mais c'est autre chose que j'allais chercher sur la cathédrale. Tout le génie gothique, de l'architecture gothique, est fait pour exprimer la verticalité. Les flèches s'envolent dans le ciel, les murs sont de moins en moins épais, la lumière rentre à l'intérieur du volume, c'est l'arc-boutant qui tient l'équilibre de l'édifice, c'est la croisée d'ogives qui fait porter les poids. Tout ressemble à une sorte d'immense équation d'élévation qui se résorbe à la croisée des transepts dans le jaillissement de la flèche. Or, comment voulez-vous qu'un jeune homme qui était pris d'alpinisme et d'acrobatie n'ait pas envie d'aller grimper sur ces monuments qui appellent à l'alpinisme ? Merci beaucoup Sylvain. Merci. Vous pouvez retrouver les textes de Sylvain Tesson dans ce recueil publié aux éditions des Équateurs, Notre-Dame de Paris, aux reines de douleur, aux reines de victoire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mais venez aux poches plutôt, car ça n'est pas une crypte, c'est un théâtre. Oui, je vais venir moi. Merci beaucoup.